Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 11 septembre 2023, merci d'avoir choisi le journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Retour massif des Burundais en exil ces derniers jours. 1000 Burundais ont traversé la frontière congolaise ces 2 derniers mois, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Deuxième hausse des prix du carburant en moins de 2 mois. Le prix de l'essence vient d'être majoré de plus de 450 francs burundais. Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur le dossier de modernisation de la commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Je viens de vous le dire, le prix du carburant a été revu à la hausse depuis ce lundi. Selon le ministre en charge de l'énergie, Ibrahim Ouizeye, le prix de l'essence est désormais 4 450 francs burundais par le litre. Le prix d'un litre de gazoil devient 4 250 francs en mairie de Bujumbura. Suivez plutôt le ministre Ibrahim Ouizeye. Le carburant n'étant pas produit au niveau local et les prix étant fixés au niveau mondial, le Burundi subit des chocs exogènes liés aux variations du prix sur le marché international. Le gouvernement n'a cessé de prendre des mesures convenables en vue de faire face à ces augmentations des prix au niveau international, notamment en abandonnant certaines taxes et droits de douane sur le carburant. Des échanges avec les partenaires ont permis de canaliser des efforts de tout le monde, y compris les importateurs. C'est pour cette raison que les prix de ces produits sont restés plus abordables au Burundi que dans le reste des pays de la sous-région. Malgré les efforts consentis, la révision des prix du carburant est devenue impérative pour garantir le fonctionnement normal des institutions de la République et le transport des biens et des personnes. Ainsi, les nouveaux prix du carburant à la pompe à Bujumbura sont fixés comme suit. Essence super, 4 450 francs bout le litre. Mazout, 4 250 francs bout le litre. Et pétrole, 4 135 francs bout le litre. Dans d'autres provinces du pays, le prix d'un litre d'essence, de gazoil ou de pétrole est légèrement supérieur à celui de la ville de Bujumbura. Et le régime CNDD-FDD est à l'origine du dysfonctionnement de la justice burundaise, selon Bobo Rugurika, qui réagit au discours du président de la République lors de la rentrée judiciaire à Gitega le vendredi dernier. Le journaliste et directeur de la radio publique africaine estime qu'Evariste Ndayishimiye a tenu des propos déplacés. Pour moi, je trouve qu'il a utilisé des mots lourds et déplacés en mettant dans le même sac des corrompus tous les magistrats. En tant que magistrat suprême, il devrait faire quand même la nuance. Alors, deuxième chose, je trouve que le discours du président est purement populiste comme d'habitude. C'est un discours qui montre qu'il veut un changement profond, alors qu'en réalité, il n'y a jamais de suivi, il n'y a jamais de décision relative qui suivent. Les Burundais se rappellent par exemple dans le cas d'une femme procureure à Kayanza qui a subi les foudres du président en pleine réunion. Le président l'accusait d'avoir libéré un prétendu auteur du viol sur une mineure. Et pourtant cette femme procureure, elle est toujours bel et bien dans ses fonctions à Kayanza. Aucune sanction n'a suivi. Je peux donner quelques exemples qui montrent que le régime CNDD-FDD est responsable au plus haut niveau du dysfonctionnement de la justice. Le régime au pouvoir est à l'origine de l'effondrement de notre système judiciaire, premièrement à travers des nominations partisanes, la promotion de la médiocrité dans le corps du magistrat. Ça, c'est de la responsabilité du pouvoir en place. En plus, la présidence de la République s'illustre dans l'instrumentalisation de la justice à travers des procès politiques, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'affaire Kila Hospital, où c'est le président en personne, Evariste Ndayishimiye, qui a ordonné l'emprisonnement du patron de l'hôpital, le docteur Christophe Sahab. Ndayishimiye vient lui-même aujourd'hui de l'affirmer, que c'est lui qui a ordonné l'emprisonnement du général Bunyoni.
Regardez notre consoeur Floriane Elangabié, la journaliste. Son dossier se trouve au cabinet civil du président. Pire encore, le dossier de l'assassinat des 3 sœurs italiennes. Aujourd'hui, il y a un homme en situation de handicap mental qui est détenu depuis 9 ans en lieu et place des vrais commanditaires du crime, qui sont tous issus du pouvoir CNDD-FDD. Ce sont là les quelques cas qui montrent que le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye est la cause principale du dysfonctionnement de notre système judiciaire burundais. Et parlant toujours gouvernance, la mesure du ministère des Infrastructures qui ordonne la construction des maisons en étage dans la commune Mukaza viserait visiblement les acquéreurs des parcelles dans la zone industrielle et ceux qui ont reçu des domaines le long du lac Tanganyika qui serait dans le collimateur du ministre. La même mesure sème la panique chez les propriétaires de parcelles de cette commune pour qu'ils se précipitent à les vendre. C'est du moins l'analyse des experts du ministère des Infrastructures qui indique que la dite décision ne va rien changer pour ce qui est de la modernisation de la commune Mukaza. Les détails avec Eloge Divin, Remesha. Les experts du ministère des Infrastructures continuent d'affirmer que, compte tenu du schéma directeur de la commune de Mukaza, aucune loi ne peut exiger aux propriétaires des parcelles de cette localité de montrer les nouveaux plans de construction de leur maison. Mais ces experts indiquent que, sur base de certaines informations en rapport avec certaines infrastructures, autour de l'agenda caché derrière la décision annoncée par le ministre Dieudonné Dokundane, se trouverait aussi la volonté de vouloir retirer les parcelles aux personnes qui ont obtenu des domaines dans la partie appelée zone industrielle située derrière l'ancienne entreprise Kotebu et dans la partie sud des quartiers 9 et 10 de la zone Gagara ainsi que le long du lac Tanganyika. Ces experts se basent sur les infrastructures érigées dans ces localités par la majorité des acquéreurs, lesquelles infrastructures ne coïncident pas au plan de construction présenté à l'urbanisme. Nos sources font savoir aussi que même si les acquéreurs des parcelles situées dans la zone industrielle et le long du lac Tanganyika possèdent des titres de propriété, ces documents pourraient être annulés sous prétexte que leur construction ne coïncide pas au projet qu'ils ont accepté de mettre en œuvre lors de l'acquisition des domaines. Et ces experts indiquaient que cela trouve origine dans le fait que certains au cadre du gouvernement se sont impliqués dans l'octroi des titres de propriété en violation de la loi des suites de porte-vin qu'ils ont obtenus. D'où ces experts concluent que le retrait de ces domaines allés aux acquéreurs ne sera pas facile suite à l'implication des services de l'État, mais aussi de l'identité des acquéreurs dont la majorité sont des gros poissons, à savoir certaines autorités du pays et des hommes d'affaires. Nos sources pensent ainsi que d'autres motifs pourraient surgir afin que le retrait de ces domaines allés aux acquéreurs soit possible. Merci Eloge Divin Remesha. La population du secteur Gihungwe, zone et commune Gihanga en province Bubanza, alerte. Les terrains de Magno seraient en train d'être vendus par le chef du secteur. Il en aurait déjà vendu 2. Le terrain qui, dans le temps, a servi de marché à la population de Gihungwe et le terrain qui est resté après la construction de l'hôpital de Gihungwe. Cet administratif à la base reconnaît que des terrains ont été attribués, mais à ceux qui les ont reçus des gouverneurs précédents et qui en ont les documents. Emile Nibasumba nous fait le point. Le premier des terrains domaniaux vendus par le chef de secteur Gihungwe, selon la population, est un espace qui dans le temps a servi de terrain d'entraînement pour la préparation des fêtes. Ce terrain appelé Kwisegisio a également servi de marché. Le deuxième terrain vendu par le chef de secteur, selon la population, c'est le reste du terrain qui avait été réservé à la construction de l'hôpital communal de Gihanga. Il a vendu des espaces, l'espace appelé Kwisegisio, qui était utilisé pour les entraînements de danse pour la préparation des fêtes du gouvernement. L'espace était resté inoccupé pendant longtemps. Il vient de le vendre. À côté de cet espace, il y est construit un bureau pour les administratifs à la base. L'autre espace est l'espace qui est resté après la construction de l'hôpital de Gihanga. La population locale se demande si les responsables au niveau communal et provincial sont au courant. Toutefois, selon le témoignage d'un habitant de cette localité, la population a déjà alerté. Nous, comme population, nous avons signalé le cas, mais on a attendu en vain la réaction des administratifs. C'est pour cela que nous voulons que l'affaire soit connue par tout le monde, que le gouverneur et l'administrateur l'entendent s'ils ne le connaissaient pas encore.
si bien sûr ce ne sont pas eux qui ont autorisé la vente. Contacté par la rédaction de la RPA, Jean Bosco Wuchumi, chef de secteur Gihungwe, reconnaît qu'il y a des espaces qui ont été cédés à des gens qui ont des documents délivrés par l'un des anciens gouverneurs de la province. La rédaction a cherché à joindre par la suite Léopold Ndaïsava, administrateur de la commune Gihanga, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quant à Cléophas Nizigimana, gouverneur de Bubanza, son téléphone était injoignable à chaque fois que nous avons tenté de le joindre. Après un peu près de 3 semaines sans carburant en province Kirundo, à partir de l'après-midi de ce dimanche, cette province du nord du Burundi a encore une fois été approvisionnée en or noir. Cependant, sur 3 stations-service qui se trouvent au chef-lieu de la province, une seule a été approvisionnée et servait à son tour du carburant jusque ce lundi. De nombreuses personnes cherchaient à être servies en carburant. Les gens sur place craignent que tout le monde n'ait pas eu la chance d'être servi. La population de Kirundo avait lié le manque de carburant dans la province à un conflit entre les fournisseurs du carburant dans leur province et le gouverneur. Contacté par la rédaction de la RPA, le gouverneur Albert Hatungimana avait de son côté évoqué un problème de paiement. Il avait toutefois promis que le problème avait été réglé et que la province allait encore être approvisionnée à partir de dimanche après-midi. Je vous l'avais dit au début, à peu près 1000 Burundais demandeurs d'asile ont été accueillis en RDC dans une période de 2 mois seulement. La plupart d'entre eux sont des rapatriés qui ont repris le chemin d'exil, fuyant la répression des Imbonerakure du CNDD-FDD. Cet effectif croissant des Burundais demandeurs d'asile inquiète énormément les autorités congolaises de la région Est, mais aussi les réfugiés burundais de la localité qui se demandent comment ils vont survivre, d'autant plus que les organisations humanitaires ont diminué sensiblement l'aide aux réfugiés. Le point avec Elvis Niemongere. Ces Burundais demandeurs d'asile en RDC augmentent de plus en plus depuis quelques mois. La plupart proviennent des provinces de Bubanza et Chibitoke. Ils affirment avoir fui la répression de la part des Imbonerakure du CNDD-FDD. L'un de ces demandeurs d'asile témoigne. Nous sommes victimes de notre appartenance politique. Il nous accuse d'être membres du parti CNL et il ne cesse de nous forcer d'adhérer au CNDD-FDD. Il n'hésite même pas de s'introduire dans nos maisons pour nous malmener en plein sommeil, raison pour laquelle nous avons décidé de plier bagages. Selon les informations recueillies auprès de ces demandeurs d'asile, la majorité d'entre eux sont des rapatriés qui retournent en exil après avoir constaté que la répression qui faisait objet de leur départ en exil a repris d'une façon inquiétante de leur arrivée au pays d'origine. J'avais fui mon pays et je me suis rapatrié croyant que la situation avait changé. Mais dès mon retour au pays, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de changement. Il voulait m'ôter la vie et j'ai été obligé de fuir de nouveau. Je faisais partie des Burundais qui se sont réfugiés en premier lieu en Uvira. Depuis 12 août dernier, par exemple, le site de Mulongwe a accueilli 1200 demandeurs d'asile. Parmi eux, 900 étaient des réfugiés qui se sont rapatriés et qui ont été obligés de retourner en exil, fuyant la répression au Burundi. Cet effectif proliférant des Burundais demandeurs d'asile en RDC inquiète non seulement les autorités congolaises, mais aussi les réfugiés du site de Mulongwe, car ils se demandent comment ils vont survivre, étant donné que les organisations humanitaires de l'OPAM et le HCR ont cessé de les approvisionner en rations alimentaires, regrette un de ces réfugiés du site de Mulongwe. La population congolaise, notamment les autorités, ne sont pas favorables à ce phénomène croissant de Burundais demandeurs d'asile.
Ils ne comprennent pas pourquoi des rapatriés reprennent le chemin d'exil à moins d'une année de leur rapatriement. Nous aussi, ça nous inquiète, d'autant plus qu'on a diminué sensiblement l'aide alimentaire. On assiste déjà aux désordres grandissants et à un phénomène nouveau de vol de chèvres dans le site. Des gens vont mourir de faim car ils n'ont rien à manger. Ils ont été mis dans des hangars et ont bénéficié d'une ration alimentaire de 3 jours seulement. Mis à part les 1200 demandeurs d'asile qui ont été transférés dans le site de Mulongwe, la RDC compte plus de 9000 Burundais demandeurs d'asile partis dans différents sites de transit de le site de Sange à Kamanyola qui héberge 7000, celui de Karimvira à peu près 1000 individus et celui de Monge plus de 300 demandeurs d'asile. Et page sécurité, une personne a été assassinée au cours de la semaine qui vient de s'écouler. La victime est nommée Pascaline Kwizera de la province Ruyigi. Elle a été fusillée par un policier du nom de Félix Mbonimpa et qui est collègue du mari de la victime. Les faits se sont déroulés lundi dernier dans la localité de Nyarunazi, c'est en commune Kinyinya de la province Ruyigi. Nos sources à Kinyinya indiquent que l'auteur se serait suicidé lorsque la police s'était rendue à son domicile pour l'arrêter. Selon toujours nos sources, l'agent Félix Mbonimpa s'était bagarré avec Jérôme Mouvouni, le mari de la victime, et c'est la balle qui visait Jérôme Mouvouni qui a atteint et tué sa femme. Dernier dossier de ce journal, les témoins de l'histoire douloureuse du Burundi devraient écrire pour contribuer à la manifestation de la vérité en vue d'éclairer les générations futures pour le plus jamais ça. C'est l'avis de l'ancien garde du corps de feu président Melchior Ndadaye, Gratien Lukindikiza, qui vient de sortir un livre sur les événements qui ont endeuillé le pays depuis les années 1960 jusqu'à l'assassinat du président Ndadaye en octobre 1993. Je vous propose d'écouter Gratien Lukindikiza. Le livre que j'ai sorti s'appelle Trahison au Burundi, trahison au pluriel, parce qu'il y a eu plusieurs trahisons, et il concerne l'actualité ou l'histoire récente burundaise, notamment les événements de 65. Je parle aussi de 71, tentative de coup d'État qu'on attribue aux gens de Muramvya. J'explique si c'est sous coup, cette tentative était de Muramvya ou pas. Je parle aussi donc 65, tentative de coup d'État et les massacres de Busangana. Il y a aussi le 72, les événements de 72, comment ça a été préparé, quelle a été l'ampleur, tout ce qui s'est passé, l'impact. Je parle aussi des événements de Ntega Marangara en 88, mais surtout le gros concerne 93, donc l'assassinat du président Ndadaye, la préparation dès le départ à l'arrivée au pouvoir, la première tentative d'assassinat le 2 au 3 juillet 93, et tout ce qui s'est passé après au niveau de la sécurité, au niveau de même des relations internationales sur certaines choses, notamment les relations avec le Rwanda et les massacres qui s'en ont suivi. C'est une contribution pour la vérité, pour que la vérité sur le Burundi éclate. La vérité, on ne pourra construire le Burundi qu'avec la vérité, pas avec les mensonges. C'est un début. Je pense que ma contribution est minime. Ça serait préférable qu'il y ait d'autres contributions, des gens qui ont connu des événements, notamment 93, et ils peuvent apporter d'autres choses, ou je peux me tromper sur un point, ils peuvent apporter des rectificatifs, écrire des livres, ça serait une très bonne chose. Je sais bien que ce livre, il y a des gens qui sont mécontents de l'apparition de ce livre parce que ils voulaient cacher certaines choses, mais moi je me disais c'est vraiment la vérité qu'il fallait. Aussi c'est un service, disons c'est une sorte de reconnaissance au président Ndadaye parce qu'il faut dire tout, dire ce qu'il était, son apport au niveau de la nation, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui, parce que je parlais aussi de ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce livre. J'aimerais ne pas passer du temps à répondre aux polémiques des uns des autres. Cela, je pense, ne concernait pas vraiment l'esprit de ce livre. J'aimerais que beaucoup de gens essaient d'écrire qu'il y ait une contribution pour l'histoire du Burundi. Il y a certaines choses qui ont été dites, notamment mon départ à l'île Maurice, pourquoi je ne suis pas rentré. Tout ça c'est expliqué dans le livre. Mon départ déjà n'était pas prévu, mais moi j'étais prévenu à 10h que je devais prendre l'avion à 13h, 14h. Et même pour le retour, je ne pouvais pas revenir avec le président qui était dans son avion. Donc moi, je devais prendre le vol commercial d'après. Et puis on a été retardé à l'île Maurice par les autorités mauriciennes.
Le livre est intitulé Trahison au Burundi. Il est disponible déjà en ligne sur Amazon. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza et excellente soirée chez vous.